Bonjour à tous et bienvenue donc à ce colloque intitulé Visage à contrainte, forme du portrait à l'ère électronumérique des années 60 au début du XXIe siècle. Je tiens avant tout à remercier le CIAREC et plus particulièrement donc Daniel Méo qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il y a un autre colloque, une autre journée d'études qui se passe en même temps. Donc pour avoir rendu possible la mise en place finalement de ces deux journées, ainsi que Marc Vera ici présent et le laboratoire LLCT de l'Université Savoie-Mont-Blanc pour le soutien à la fois amical et scientifique, ainsi que Laurent Potier qui ne pouvait pas être là également, du département de musicologie et co-responsable également de l'Axiform. Enfin, je remercie chaleureusement l'ensemble des participants pour leur disponibilité et l'extrême pertinence de leurs propositions que nous aurons donc le grand plaisir de découvrir dans ces deux journées. Ce colloque donc se propose d'interroger la figure du visage en tant qu'objet formel et symbolique dans sa confrontation aux technologies électroniques et électronumériques. Le domaine donc des arts dits technologiques est donc ici le terrain privilégié, ce qui nous amène finalement à circonscrire une période approximative qui va des années 60, moment où la pratique vidéographique se développe progressivement dans le domaine de la production artistique, et notre époque donc actuelle dans laquelle le traitement numérique des contenus médiatiques s'est généralisé. Excusez-moi. Donc, interroger le thème du visage aux prises avec les appareils qui en produisent aujourd'hui la visibilité, ainsi que la réception, n'est pas une action anodine. Entre finalement iconoclasme et iconodulie, le visage est aujourd'hui partout et se caractérise donc, comme l'indique à juste titre Hans Belting, par sa consommation généralisée. Le visage médiatisé par les médias audiovisuels de masse, les affiches publicitaires, les réseaux sociaux, mais également captées par les dispositifs de reconnaissance faciale, la face, finalement, par son trop-plein de visibilité, ou au contraire par son effacement idéologique, cristallise un ensemble de problématiques liées aux diverses formes de pouvoir en jeu dans nos sociétés contemporaines, donc à la fois des pouvoirs politiques, éthiques, esthétiques, religieux, techniques, médiatiques et économiques. Dans ce contexte, donc, l'articulation entre la donne technologique et le visage en tant que motif esthétique se présente à nous comme un réel moteur critique. En effet, donc, pour reprendre les mots de Nancy, à la fois le visage reproduit, il interpelle et il est fondé de pouvoir. Parler d'une approche historique esthétique du visage, c'est par la même occasion interroger finalement l'histoire du genre classique du portrait, dont la forme occidentale remonte, on le sait, au début de la Renaissance. Nous remarquons par ailleurs que son avènement dans le champ pictural progresse de façon finalement concomitante avec les évolutions techniques de l'époque. Dès le XVe siècle, le portrait, en tant que forme occidentale et profane de la figuration du sujet individuel, s'appuie sur une articulation étroite et forte entre le visage du modèle, le progrès des techniques de représentation et la production d'interfaces de vision spécifiques. L'amélioration des techniques de fabrication des miroirs, également, permettra à l'image miroitante, par exemple, d'investir l'espace de représentation, soit comme objet de production de l'image, soit comme un sujet représenté. Tel est le cas, par exemple, des autoportraits de Dürer, que tout le monde connaît, Saint-Éloi et Orfèvre de Petrus Christus, ici, donc à gauche, ou l'autoportrait au miroir de Le Parmesan, à droite, ou encore le tableau Les époux Arnolfini de Jan van Eyck, que tout le monde connaît, et qui permettra par la même occasion de placer le spectateur dans l'espace partagé de l'illusion picturale. L'amélioration des techniques perspectivistes et la création finalement d'appareils de vision spécifiques tels que le perspectographe participera à cette histoire commune entre portrait et technologie de reproduction puis de captation. Faisons un bond dans le temps
Donc ici, on est au tournant des années 60, 50. Donc le tournant des années 50 va être le terrain d'une renégociation, parfois violente, entre la face, sa représentation, et la contrainte technologique dont les symptômes perdurent encore aujourd'hui. L'introduction de la vidéo dans le champ artistique fera régulièrement de l'isolement facial le symptôme névralgique du conflit entre une logique de l'ordonnancement technologique et l'individuation corporelle. Tel est le cas de certaines œuvres de Vita Conci ou de Bruce Nauman que voici. Puis, on le sait, le direct vidéographique, en renouant finalement avec le principe de restitution spéculaire propre au miroir, annoncera par la même occasion le processus d'inclusion progressive du spectateur dans la fabrication de l'échange du face-à-face interactif. Le visage sera alors à la fois, d'une part, le sujet avec lequel on communique. Je pense particulièrement au portrait interactif de Luc Courchesne ou le géminoïde, le fameux humanoïde de Hiroshi Ishiguro, donc ici à gauche. De l'autre, le visage deviendra le sujet même de la captation. Par exemple, les programmes d'analyse faciale ou le eye tracking feront de la face le fantôme d'un portrait en creux, dont les traits saillants et expressifs vont servir de moteur à la fabrication de certaines œuvres du champ artistique. Dans ce dernier cas, la fabrication du portrait se déplace du côté de la machine observante. Tel est le cas, par exemple, de certaines œuvres de David Rockby, je pense particulièrement donc ici à Taken, ou certains travaux de Golan Levin, ou encore celle du groupe Robot Lab et sa fameuse machine à dessiner, à autoportrait plutôt. Ce colloque donc se donnera comme objectif d'interroger donc cette double articulation entre d'une part le visage en tant qu'objet de représentation, de monstration, et de l'autre le visage comme sujet observé par l'analyse du regard machinique. Ce principe d'observation déplace peut-être la notion même d'observation. Ce principe donc d'observation déplace peut-être la notion même d'observation moderne, telle que peut l'entendre Jonathan Crary dans son Technique de l'observateur, en externalisant finalement les principes vers des objets techniques d'observation de plus en plus autonomes et capables parfois de produire des imaginaires qui leur sont propres et d'une certaine manière naturels. Ces deux journées donc vont tenter de proposer chacune plusieurs axes de réflexion à partir donc de contributions dont le programme montre déjà la richesse. Elles ont été réunies autour de 4 ensembles que voici, dont il faut cependant souligner l'extrême porosité. En un premier temps, sera interrogée une certaine forme de retrait du visage, non en tant que disparition, mais comme une sorte d'empreinte en creux ou en décalé. Il s'agira de comprendre comment ce déplacement à la fois procédural, formel et sémantique induira la persistance d'une certaine trace oratique de la visagéité. Ce recul sera poursuivi cet après-midi avec des interventions approchant le visage dans son rapport aux notions de transfert, de double ou encore de face-à-face, voire d'écart. Le rapport entre la face et sa mise à distance, finalement, soulignera parfois sa capacité à creuser de manière tangible ou allégorique l'espace entre sujet observé et sujet observant. La journée de demain débutera par une séance dédiée au rapport entre le motif du visage et la notion finalement large d'identité, ainsi qu'à sa propension à la dissémination. Il s'agira d'étudier comment la technologie joue non nécessairement sur la disparition identitaire, mais plutôt sur sa redéfinition à partir de processus de diffraction dans le visage, comme présence ou au contraire comme absence, en est la forme allégorique. Nous terminerons donc notre colloque par une séance consacrée au visage comme objet dérivé, une dérive structurelle ou en acte, une dérive du à côté du sujet. Une dérive ou des dérives qui jouent sur les mélanges des genres, sur la fabrication du composite, de l'hybride et du monstrueux, mais également sur le décalage du regard observant, finalement du regard à côté du regard.
Une dérive qui sera pourtant productrice de visagéité nouvelle et toute singulière. Pour finir, c'est peut-être là que se condense ce rapport entre la face et son environnement technologique, à savoir sa propension à l'impermanent, au toujours fuyant, comme l'est finalement le visage dans sa nature propre, toujours à côté du lieu dans lequel on s'attendrait qu'il soit. Un portrait comme retrait, un écho finalement, une nature qui renvoie peut-être à ce mouvement décrit par ces quelques mots par Jean-Luc Nancy, l'autre se retire dans l'abîme de son portrait, et c'est en moi que retentit l'écho de ce retrait. Je laisse maintenant la place à mes collègues pour la première séance de la journée, en vous souhaitant donc un beau colloque et en vous remerciant.